Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plourde. Je vous présente cette semaine des extraits de la séance du 27 mai présidée par le maire suppléant Jean Fontaine. D'ailleurs, le maire suppléant fait partie de notre première séquence puisqu'il nous présentera les états financiers consolidés 2024. Le citoyen Jean Roy, lui, suivra puisqu'il est opposé à la conversion de l'aréna municipale en patinoire réfrigérée couverte. La lenteur des travaux de reconstruction du pont des Iroquois hérite au plus haut point le citoyen Sylvain Massé. Vous l'entendrez au micro un peu plus tard. Et puis, le citoyen François Blais, lui, ramène un sujet qu'il propose au conseil municipal depuis quelques années. À quand une reddition de compte des élus concernant le PTI, le plan triennal d'immobilisation? Et puis, on va compléter l'émission avec les interventions des conseillers Sébastien Godette et Marianne Lambert. Place donc à ces faits saillants de la séance du 27 mai dernier. On va passer aussi au rapport financier. Ce soir, c'est le rapport financier qu'on doit adopter. On est à ce temps-ci de l'année. Alors, je vais lire les grandes clauses de ce rapport-là. Donc, diapo 2, oui. Donc, il y a un plan de présentation, résultats, revenus et charges. Et on va finir par la dette. Donc, la diapo 2, oui, le rapport de l'auditeur. Donc, nous sommes maintenant rendus à la présentation des états financiers et de l'opinion des auditeurs externes pour l'année 2024. La présentation des états financiers seront disponibles dès demain matin sur le site de la Ville dans la section Finances municipales. Donc, ici, on va en faire un résumé. J'imagine qu'il va y avoir une partie un peu plus exhaustive là-bas. Donc, je vais commencer par les faits saillants. L'opinion de l'auditeur indépendant et de la vérificatrice générale est sans réserve. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas d'anicroche si on peut s'exprimer ainsi. Donc, tous deux confirment que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes par le secteur public et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville en date du 31 décembre 2024. Maintenant, à quoi a ressemblé notre année 2024? Donc, voici tous les thèmes que nous allons aborder. On le répète souvent, les villes ont l'obligation de présenter un budget équilibré. Sachant cela, notre devoir est d'assurer une gestion responsable et prudente. De toute façon, on n'a pas le choix. On avait particulièrement en tête l'incertitude des marchés. Ça se stabilise, mais bon, des fois, c'est pas facile. Notre désir de favoriser la création de logements sociaux sur notre territoire, ça, on en a fait quand même quelques-uns qui sont en marche déjà, vous pouvez le voir. Le rattrapage entamé dans nos infrastructures qui impacte directement le service de la dette et bien sûr le dossier du transport en commun. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, je suis rendu aux faits saillants qui expliquent les résultats financiers. Vous les voyez à l'écran tout comme moi. Donc, une économie de dépenses et de rémunération, une économie de dépenses et de biens et services. Dans le fond, c'est ce que fait une ville. Hein? On est une entreprise de services. Donc, on a des employés, on dépense, puis on a des biens et services. Des revenus supplémentaires en intérêts et en droits de mutation. Ça, c'est toujours la bonne nouvelle. Ça, c'est le fun pour nous. On peut dépenser un petit peu plus quand le marché a une certaine vigueur. L'obtention de 2 subventions majeures pour le transport en commun et le transport adapté. Ça nous a permis de closer notre budget, je peux m'exprimer ainsi. Cependant, ces subventions-là viennent à échéance en 2028 et on aura de bonnes questions à se poser pour boucler le transport en commun, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Des investissements accrus en infrastructure et des investissements accrus pour le logement social. Donc, on va revoir ça dans les prochaines diapos. Donc, concrètement, on termine l'année avec un écart favorable de 19 millions dans la colonne des revenus. Et du côté des dépenses, on parle d'économies totalisant 3,9 millions. Donc, tout ça nous a permis d'augmenter nos affectations pour en arriver à un excédent de fonctionnement de 5,5 millions, ce qui équivaut à 2,5 de notre budget total, ce qui confirme dans le fond qu'on a une gestion saine et efficace des finances publiques. Donc, on va sauter à la colonne des revenus. Donc, l'année 2024 a été marquée par des revenus exceptionnels qui ne reviendront pas, cependant et malheureusement. Comme on dit, c'est des one-shot deals. Le cas du surplus de 8 millions dans la catégorie revenus de transfert est attribuable à 2 subventions majeures, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en transport, qui ne reviendront pas, qui étaient, dans le fond, des subventions qui étaient reliées à la COVID et de ses conséquences. Ça ne revient plus.
mais les dépenses, elles, restent. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va avoir un petit problème comptable bientôt. C'est le cas aussi des surplus de 2,5 millions dans la catégorie compensation tenant des lieux de taxes qui provient de l'hôpital et de la base militaire. Ces deux éléments représentent à eux seuls 10,5 millions, soit 55 de l'excédent. Donc, une chance qu'on a ces infrastructures-là dans notre ville. Là. Si on continue, on remarque que les droits de mutation ont été plus élevés qu'anticipés. À ce sujet, 12 transactions représentent à elles seules 50 du 4,7 millions supplémentaires. Donc, on a eu 12 grosses transactions qui nous ont permis d'avoir des revenus supplémentaires. Sinon, on remarque que notre stratégie de placement nous a permis d'obtenir 2,7 millions de plus que budgété, avec les taux d'intérêt qui est encore très bon. Maintenant, on va regarder les dépenses. La rémunération représente une économie de 7,5 millions qui s'explique principalement par des postes non comblés. Donc, on cherche à combler des postes, on s'en va en appel de candidature, puis on n'a pas de candidature, donc le poste n'est pas comblé. Il y en a pour 7,5 millions. Donc, je veux féliciter les équipes qui ont pu compenser et faire le travail sans ces nouvelles ajouts de ressources-là qui étaient budgétés. L'économie en biens et services est un mélange entre des économies sur des honoraires prévus et une économie sur le déneigement grâce à Dame Nature. Donc, le déneigement, il y a eu beaucoup de neige, mais 2 grosses tempêtes. Le reste, ça s'est quand même bien dispersé. Donc, on a eu des économies là-dedans. Le 5 millions que vous voyez dans la catégorie contribution à des organismes est principalement lié au projet Mission Unité Aînée. Donc, ça a coûté 5 millions l'implication de la Ville. Vraiment super, ce projet-là. On ne le dira jamais assez. Pour ce qui est, entre autres, de la catégorie autre, c'est le résultat d'une nouvelle norme comptable liée à la décontamination des terrains appartenant à la Ville. Finalement, passons aux affectations. Grâce aux économies réalisées et revenus supplémentaires exceptionnels obtenus, nous avons été en mesure d'augmenter les affectations. Nous avons, entre autres, créé une nouvelle réserve pour le transport en commun qui nous permettra d'amoindrir les impacts financiers de notre obligation de joindre le REM très bientôt à l'automne. Donc, maintenant, on va survoler les revenus et les charges globalement, donc la catégorie des revenus. Donc, une image vaut 1000 mots, comme vous voyez avec ce graphique. Vous pouvez voir les revenus réels versus ceux projetés lors de l'adoption du budget. Comme mentionné plus tôt, les principaux écarts sont attribuables aux subventions et aux taxes perçues pour l'hôpital et la base militaire et les droits de mutation et notre stratégie de placement qui nous a permis, qui nous a rapporté davantage d'intérêt. On se répète. Maintenant, les charges par fonction. Dans le cas de la sécurité publique et de la voirie, les écarts sont attribuables à des économies en rémunération. À l'inverse, pour l'administration générale, c'est la norme comptable pour la décontamination des terrains qui entre en jeu. Finalement, au bas, on voit l'impact de la maison Unité Aînée. Toutes les informations précédentes mentionnées se résument ici dans ce graphique représentant les charges par objet. Comme je vous dis, ceux qui sont intéressés à aller fouiller là-dessus, demain, ça va être disponible sur notre site Internet. On termine maintenant par la présentation avec un portrait de la dette. Comme on le constate, notre dette augmente. Elle connaît une augmentation de 12,6 pour atteindre 259 millions. Cette hausse reflète les actions prises par un désir de rattrapage en matière d'investissement dans les infrastructures municipales. On se souvient que dans les précédentes administrations, il y avait une dette, le niveau de la dette était plutôt bas, mais si tu n'empruntes pas, tu ne dépenses pas. Puis comme Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville qui a besoin de beaucoup d'investissements dans les infrastructures, c'est pas moi qui va vous apprendre ça. Le Conseil a décidé en 2024 d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur, quitte à s'endetter un petit peu plus, mais dépenser un petit peu plus. Je me demandais quoi choisir comme question cette semaine. J'avais beaucoup de choix, mais j'en ai retenu un, je vais faire rapidement. Dans le journal local, il y a eu un beau documentaire sur les écoles primaires des secteurs Saint-Edmond, Saint-Eugène et puis du vieux Saint-Jean, l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et puis, on disait des choses importantes là-dedans parce qu'on va parler de sauvegarde de l'aréna. Et j'ai appris qu'à Notre-Dame du Sacré-Cœur, on a réussi à dépenser de l'argent lors d'un fonds qu'on a trouvé. Et puis, on a réussi à faire acheter une vingtaine de paires de patins. Et les enfants se déplacent pour aller patiner à la patinoire à pied. Et puis, l'autre, on dit aussi que la directrice est contente de la participation des parents, sans qui on ne pourrait pas faire ces activités-là, d'accompagner les enfants à l'aréna. Et puis, une dernière image, c'est convaincant de voir que
ça se passe bien à l'aréna municipal. On voit que les enfants sont heureux, ils viennent à pied, ils retournent à pied, puis on a compris que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la réussite scolaire aussi en même temps. Alors, je vais m'inspirer du document que je vous ai fait parvenir la semaine passée à partir du document du 17 avril. Oui, on l'a eu, je me rappelle. OK, fait que ça, vous avez fait vos devoirs. On a lu. On l'a lu un petit peu quand En même. diagonale, j'avoue, mais on l'a lu. OK, on fait tout ça. On est tous profs, hein? Exact. Je vais me servir de la zone jaune qui était sur le document. Si vous l'avez, vous l'avez seulement chez vous si vous ne l'avez pas ce soir. Alors, je vais discuter de ceci. Donc, zone jaune. Alors, on va passer à l'aréna de 7 mois de disponibilité pour le patinage à 3 mois, en m'inspirant du texte du journal. Alors, comprenez-vous qu'en dehors des 3 mois fonctionnels par année concernant la patinoire, il en sera fini des rendez-vous à l'aréna lors des congés fériés, scolaires ou de relâche. Un peu une idée qu'on a vue avec les photos qu'on a ici. C'est fini. À l'extérieur des 3 mois. Fini aussi les belles randonnées à pied, aller-retour jusqu'à l'aréna pour des centaines d'élèves des écoles à proximité. Donc, le document que vous avez reçu, ça donne une image claire et nette et précise où sont les écoles de proximité qui devraient pouvoir profiter davantage de l'aréna à l'année. Parce que les écoles ont besoin aussi d'infrastructures, de gymnases qu'ils n'ont pas tous actuellement. Alors, tout ceci est bon, comme je l'ai mentionné tantôt, pour la santé, le moral, la réussite scolaire. Alors, voilà. Est-ce que vous saviez les conséquences que j'ai mentionnées si on prive les élèves de ce que je viens de discuter? Est-ce que vous étiez au courant de cela avant d'aller dans un autre domaine pour refaire un autre projet? Parce que c'est ça qu'on fait finalement. On prive les élèves d'aller à pied, faire l'activité physique qui vont les aider toute l'année. Deuxièmement, seriez-vous d'accord éventuellement, si on sauve l'aréna, à ce que ça parte de la ville et la commission scolaire ou les services scolaires du Haut-Richelieu offrir plus de possibilités, pour que les locaux soient utilisés le plus possible. Parce que j'ai su que certains personnels voulaient avoir plus de disponibilité pour leurs élèves et semble-t-il qu'il n'y avait pas de place ou c'était peut-être pas ouvert ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on serait capable de se payer des choses à ce niveau-là. Alors, M. Roy, il vous reste 1 minute. Est-ce que vous voulez avoir des réponses des élus? Ou... Oui, réponse je vais commencer avec M. Godette parce qu'il est de Saint-Edmond ou de toi, Jean Fontaine. Je peux passer la parole à M. Godette. Je peux répondre aussi. Il reste 1 minute. Allez-y, M. Godette. Bien, dans le fond, M. Roy, on a eu l'occasion de discuter ensemble un peu la semaine passée. C'est sûr et certain qu'il y a des travaux qui ont été faits par le service des loisirs de la Ville de Saint-Jean pour être en mesure de proposer une nouvelle infrastructure. Au moment où vous nous parlez, vous nous présentez des nouvelles données, est-ce que les données sont en lien avec l'achalandage? Je comprends qu'il y a les écoles, vous identifiez les écoles, en lien avec l'achalandage, puis en lien avec la proposition que vous faites par rapport au centre de services scolaires. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait regarder avec le service des loisirs parce qu'au moment où ils nous ont présenté le projet, bien, ils avaient fait l'étude de savoir c'est quoi l'achalandage, puis la clientèle qui utilisait l'aréna, comment elle était pour se déplacer dans la ville, dans les nouvelles infrastructures, que ce soit la nouvelle patinoire couverte avec, comme on dirait, 3 saisons, mais bon, qu'on utilise à l'automne, à l'hiver et au printemps. Oui. Et en même temps aussi, ben, dans le fond, l'infrastructure qui va être bâtie au Colisée Isabelle Brasseur. Là. Donc, la nouvelle patinoire. Mais je pense que l'information que vous nous donnez là, cette information-là, j'aimerais quand même qu'on la valide avec le service des loisirs de la Ville, juste pour qu'on puisse valider l'achalandage, à savoir combien d'élèves vont fréquenter la patinoire là, de façon quotidienne là, pendant les mois qu'on parle. Moi, je vais commencer, puis je ne l'avais même pas comme sujet, là, mais le remplacement de l'aréna par une patinoire extérieure réfrigérée. J'ai même participé à un superbe échange de réseaux sociaux là-dessus. Quand on parle d'une ouverture 3 saisons pour une patinoire extérieure, puis que c'est 3 à 4 mois, le monsieur a précisé 3 mois, je suis peut-être en lien avec lui, mais j'ai validé avec 2 villes qui ont ça, puis c'est 4 mois en étirant tout ça. On ne parle pas de 3 saisons. C'est de la mauvaise information de parler de 3 saisons. Là, on peut jouer ces mots et dire 4 mois, ça va déborder dans les saisons. Mais honnêtement, là,
4 mois, est-ce que pour vous, c'est 3 ou 4 ou une saison? Mais je fais juste un commentaire, parce que quand on véhicule de la mauvaise information, on se retrouve avec des citoyens qui sont un peu désemparés. Fait que ça, c'est un commentaire. Moi, j'aime beaucoup l'intervention et l'implication des gens qui veulent préserver cette aréna-là dans leur quartier. Bon, mon premier sujet, je veux valider comment le Conseil actuel travaille afin de favoriser l'implication citoyenne. C'est bien simple. Il y a une annonce récente pour évaluer la bibliothèque de l'Acadie qui a été relayée dans le Canada français du 15 mai. Je me demande ce que la Ville a envisagé ou évalué avec ce changement pour améliorer les services aux citoyens. Est-ce que la population a été consultée? Ça, c'est ma question. On va continuer. Plus spécifiquement, dans le changement, je me demande, est-ce que la Ville a regardé pour intégrer un service de ludothèque? Ça vous dit quoi quand je dis ludothèque? Non. Non, parfait. C'est une bibliothèque à jouer. Oui. Marianne, c'est en plein ça, tu avais l'air à savoir de quoi je parlais. Dans les services à la population. Il y a beaucoup de villes qui ont commencé à mettre ça. Nous, on avait une opportunité. Je ne dis pas que c'était à cette bibliothèque-là que je l'aurais faite, puis je ne dis pas qu'il faut que ça se fasse partout, mais il faut qu'on implique les citoyens quand on fait de l'évolution de services, parce que c'est là qu'on va se dire, ça fait du sens qu'on ait une bibliothèque, peut-être pas celle-là, une autre. C'est pour ça que je vous demande, consultez-vous la population quand vous évoluez un service dans une région comme l'Acadie. Est-ce que vous avez pris soin de réunir un focus group, je l'ai déjà utilisé ce terme-là quand on a parlé de transport, là, mais de prendre les citoyens et de les impliquer un peu dans la démarche. C'était ça ma question, parce qu'une ludothèque, il y a plein de villes qui s'en dotent, puis ici, je ne suis pas sûr qu'on va avoir ça éventuellement. Puis honnêtement, c'est bien. Ça, c'est ma deuxième intervention. Là, j'en ai une dernière. Moi, j'ai du temps, je peux ralentir. Ben oui. Ben oui. Ça revient, c'est ensuite à mon intervention du 29 octobre dernier. Vous n'avez pas besoin d'aller la réécouter. Les travaux 223 Jean Talon, travaux du pont Rivière des Iroquois. Ça vous dit quelque chose? C'est-tu réglé, ça? Oui. Hein? C'est encore fermé. C'est encore fermé, ça? C'est un peu pour ça que je vous amène le sujet ce Eh soir. là là. Il y a une annonce de travaux qui a été relayée par la Ville le 23 octobre à 17h qui annonçait la fermeture qui débutait le 24. Vous saviez, ça m'avait interpellé. J'ai dit, me semble, ça ne fait pas de sens comme délai. Puis peut-être que vous n'en rappelez pas parce que je sais que mes interventions, des fois, ils ne vous intéressent pas tant. Là. Non. Ça avait une durée de prévue de 7 mois, puis ça aussi, ça m'interpellait. Puis je me rappelle même les mots de la représentante du district 12 qui était « c'est le modus operandi, 7 mois pour un petit pont comme ça ». Moi, je trouve ça exagéré. Bon, je sais que ce n'est pas une infrastructure de la Ville. Ma question maintenant. Suite au retour du MTMD qui ne semble pas en ligne avec l'état des travaux, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les travaux seraient même pas en cours en ce moment, qui seraient stoppés. Moi, je demande, parce que là, fin mai, ça devrait être terminé. Là, on n'est pas loin de fin mai. Moi, je demande, est-ce que la Ville peut faire un suivi avec le MTMD pour savoir l'état des travaux? C'est bon? Allez-y, Mme Racine-Lehoux. Oui, en fait, c'est que la grève des ingénieurs. Elle n'a pas commencé. Non, ben elle est. Elle n'a pas commencé. La grève des ingénieurs, là. C'est à la fin du mois. Moi, j'avais eu comme information que c'était le 23 mai. Mais les travaux devaient être finis fin mai. Là. Les ingénieurs, ils n'ont pas besoin d'être là. La fin des travaux était prévue effectivement fin mai, mais ils ne sont pas terminés. Ça, je le sais. Exact. Fait qu'on est là. On peut-tu avoir une date? Ben, c'est la grève des ingénieurs. C'est la grève des ingénieurs. Vous êtes sérieux, là? C'est la date que vous me donnez. Mais moi, M. Massé, je trouve ça inacceptable. Si c'est Oui, bon c'est pour un poste, c'est inacceptable. inacceptable, ça n'a juste pas d'allure. Puis, si je pouvais sensibiliser la direction générale, on peut-tu appeler l'MTQ, on peut-tu faire des pressions sur l'MTQ? C'est tenir quasiment une population en otage, ça n'a pas d'allure. Oui, puis je peux vous garantir qu'on est en constante conversation avec eux. C'est pas le seul chantier. Il y a certains chantiers qui ont mis carrément sur pause. Il y avait, vous aviez raison, il y a eu une pause des moyens de pression du 13 au 23 qui sont revenus. Puis, donc, mais oui, on comprend très bien la frustration et on la relaie. Mais là, à quelques jours, là, il devrait rester juste l'asphalte à faire. Il n'y a pas de pont. Je sais pas, là, Il y a je pas de ne suis pas pont. jamais là. Il n'y a pas de pont. On ne peut pas passer, il n'y a pas de pont. Puis M. Mancé, pourquoi grand je vous avais asphalte. répondu que c'est le modus operandi? C'était que le pont de la première rue à Iberville avait été un chantier excessivement long qui avait été également mené par le MTMD. Le 17 juin, vous allez présenter le plan triennal des immobilisations. Ma question que je pose à toutes les fois, quand est-ce que vous allez faire la reddition de compte du plan triennal des immobilisations qui a passé? Est-ce que ça va être en même temps ou ça va être au calendrier grec ou...
Une reddition de compte, dans le fond, il y en a une un petit peu à tous les jours. Si on regarde ça, tu sais, c'est une Non, liste non, de non, projets. Moi, là, regardez, là, j'ai un autre vécu dans ma vie, là. Plan triennal des immobilisations. Quand vous faites la présentation, je devrais avoir ce qui avait été prévu l'année passée, OK, d'être fait avec une liste au complet, le montant qui avait été budgété, le montant que ça a coûté pour la réaliser, les projets qui n'ont pas été faits, puis pourquoi. Ça, je m'attends à ça d'une révision de compte. Est-ce que quand on fait une présentation du plan triennal, je vais avoir la reddition de compte de l'année passée ou du plan triennal d'avant? Puis, M. Fontaine, M. le maire suppléant, excusez-moi, vous n'êtes pas surpris de ma question? Non. Parce que ça fait 10 ans que je la pose, la question. Exact. Donc, je ne comprends pas que vous me présentez un nouveau plan triennal, puis je n'ai pas de réduction de compte avec qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent du contribuable sur le avant. Je vous laisse ça dans vos mains. Je sais que Mme Serra ne pourra pas vraiment me répondre parce qu'il n'y en a pas de prévu, là. Mais moi, je m'attends à ça. Tu sais, quand on investit des millions dans nos infrastructures puis dans l'ensemble de nos activités à la ville, la moindre des choses, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été réalisé, ça a coûté combien. Ça, c'est en toute transparence, ça devrait être ça. Puis l'autre question, M. Fontaine, vous avez parlé avec M. Godette de la densification dans votre quartier. Ma question, c'est, ça coûte combien à la ville ouvrir une porte à Saint-Jean dans votre quartier? Je me suis toujours posé cette question-là. À combien de maisons est rentable? C'est-tu rentable? Mettons qu'on met une maison. Je veux savoir parce que quand on fait un projet de développement, si ça coûte 10 000 par année... Non. Faut pas que ça nous coûte de l'argent. Faut que ça rapporte. Mais c'est ça. Mais c'est le montant que ça coûte va être tributaire du type de projet qu'on va implanter dans le quartier. Si dans votre quartier, dans votre nouveau quartier là, qui s'en vient, ça coûte 10 000 par année à la ville offrir des services pour une porte. Je pense pas que c'est ça. Bien, regardez. On n'arriverait pas sinon, là, parce qu'un compte de taxe moyen était peut-être de 4-5 000 oui, ça nous coûte 10 000, on n'arriverait pas. On s'entend-tu que l'infrastructure d'eau, l'infrastructure d'égout, les poubelles, la police, les services des loisirs, c'est tous ces coûts-là qui sont des intrants pour savoir quel type de projet. Puis théoriquement, on devrait savoir c'est quoi le montant que ça coûte à la ville ou développer une porte dans votre quartier. Le problème aussi, c'est que dans le projet que vous mentionnez, il y a des jumelés, il y a des maisons... Ça change rien. Ouais. Ça marche au pied linéaire, Ouais, c'est-à-dire c'est vrai. on devrait le savoir. Fait que, y a-tu cette donnée-là, est-ce qu'elle existe à la ville? Je pense pas, non. Bon, c'est fabuleux. Merci beaucoup, pas. Monsieur le maire suppléant. Ça fait Passez plaisir. une belle soirée. Je rejoins M. Blais. On a souvent des idées qui se ressemblent par rapport à la reddition de comptes de la ville. Toutes les organisations publiques au Québec ont des redditions de comptes à faire sur leur planification stratégique, sur leur plan de main-d'œuvre, sur leur budget. D'ailleurs, la Ville de Saint-Jean fait un état de ses finances régulièrement. Je l'avais mentionné l'année passée pour le plan des infrastructures, puis je reviens aussi à la charge cette année, à l'effet que moi aussi, j'aimerais qu'à un moment donné, on soit un petit peu plus transparent, puis qu'on soit capable d'exprimer aux citoyens, de montrer aux citoyens ce qui a été fait dans le plan quinquennal des infrastructures. Je pense que ça serait plus facilitant, même aussi pour les élus, de suivre l'ensemble des projets, l'ensemble des dépenses. Puis je pense qu'en 2025, la transparence serait, je pense que ça coûterait pas grand-chose pour être transparent en ce sens-là. L'autre élément aussi que j'aimerais soulever, je me demande là, bon, puis je sais qu'il y a un protocole d'entente avec NextDev pour la gestion des activités de l'aéroport, mais
passer par la loi sur l'accès à l'information pour être capable de donner le nombre de plaintes que la Ville reçoit par rapport à l'aéroport. Je me dis qu'à un moment donné, je pense que ça serait important de communiquer cette information-là parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs, des plaintes. Bon, vous savez, j'ai mon opinion par rapport aux plaintes, mais il reste que de rendre l'information publique, je pense que ça serait important qu'on la rende disponible puis d'éviter que le citoyen aille à constamment chercher l'information. Je pense qu'à un moment donné, ça exaspère les gens plus qu'autre chose. Donc, j'aimerais qu'on soit plus transparent par rapport à ça aussi. L'autre élément aussi par rapport à l'aéroport, je veux juste mentionner aux gens qui sont venus ce soir qu'il y a quand même eu une délégation des pouvoirs à NextDev qui a été faite pendant le mandat à lequel on est présentement. Puis il y a quand même eu une nouvelle directrice d'aéroport qui a été nommée par NextDev, qui est rentrée en fonction. Moi, j'ai confiance en cette personne-là. Je pense qu'elle va nous aider à pouvoir évoluer dans ce dossier-là, mais il ne faut pas mélanger les genres aussi. Oui, je comprends que la Ville est propriétaire du terrain de l'aéroport, mais il reste qu'en même temps, elle a délégué la gestion quotidienne des activités de l'aéroport à NextDev. Qu'il faut aussi qu'on réalise que oui, effectivement, comme élu, on a des comptes à rendre, mais il reste qu'il y a quand même au quotidien des actions qui sont faites par NextDev. Et en ce sens-là, c'est un travail de collaboration qu'on doit faire avec eux. Ce soir, je vais vous parler de Saint-Athan-dans-le-Sud parce que depuis un mois, avec notre personne à qui on est référé avec les plaintes et requêtes, on a eu beaucoup de plaintes pour la vitesse, des comportements de certains conducteurs. Donc, sur la rue Joseph-Albert-Morin et sur la rue Romuald Rémillard, au courant de l'été, il va y avoir la pose de dos d'âne qui va être vraiment permanente, donc à même la chaussée. Ils ne seront pas juste là comme mesure d'atténuation de façon estivale. Il y a quand même les bollards qui sont posés en attendant. Il y a aussi, on l'a rajouté pour la rue Tremblay, on avait un problème et effectivement, le service de police et puis le CIG en ont conclu que là aussi, on devait avoir des dos d'âne permanents. Donc, c'est une bonne chose. Donc, les gens avec qui j'ai parlé souvent ou avec qui Mme Sirois, qui est aux plaintes et requêtes, a dû communiquer, ça a porté fruit. Donc, on va avoir trois solutions constructives qui vont être permanentes à l'année. Je pense que ça va aider grandement. Bien voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Émission que vous pouvez revoir sur notre site Internet. Je vous souhaite une bonne semaine. Ici Ghislain Plourde et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.